La vallée de la mort n'est pas à prendre à la légère. S'étendant le long de la frontière orientale de la Californie, ce parc national est une dépression brûlée par le soleil et entourée de chaînes de montagnes abruptes. Il abrite le point le plus bas de l'hémisphère occidental, Badwater Basin, à 86 mètres au-dessous du niveau de la mer, ainsi que la température la plus élevée de la planète, soit 57 degrés Celsius. Le paysage de la vallée de la mort est une mosaïque de salines sans vie, de rochers acérés et de rares oasis où les eaux souterraines profondes remontent à la surface, créant de minuscules îlots de vie dans une mer de chaleur implacable. Malgré tous les dangers, environ 1 million de touristes viennent ici chaque année pour admirer la beauté du sable doré des dunes et des falaises colorées des canyons. Chaque année, des dizaines de touristes s'attirent des ennuis dans cette région accidentée. Les gardes du parc ne cessent de rappeler la nécessité d'une préparation minutieuse. Un plein de carburant, une réserve d'eau, au moins 4 litres par personne et par jour, des cartes en papier et un moyen de transport tout-terrain pour les zones reculées. Dans la vallée de la mort, la sécurité n'est pas une simple recommandation, c'est une question de survie. Dans les vastes étendues du parc, les communications cellulaires sont pratiquement inexistantes. En dehors des centres touristiques tels que Furnace Creek, on se retrouve complètement coupé du monde extérieur. Chaque année, les responsables du parc enregistrent de nombreux incidents nécessitant des opérations de recherche et de sauvetage. L'incident de juillet 2010 nous rappelle une fois de plus pourquoi cet endroit porte un nom inquiétant. Donna Cooper n'a jamais refusé une occasion de voyager. À 62 ans, cette habitante de la petite ville de Pahrump, au Nevada, a gardé l'enthousiasme juvénile d'une pionnière et une soif inextinguible de nouvelles expériences. Malgré toutes les épreuves qui l'ont frappée, un grave accident de voiture dans sa jeunesse, l'éducation de 8 enfants et une grave maladie en Haïti au début de l'année 2010, Donna a surmonté chaque crise avec une remarquable détermination. Donna a surmonté chaque crise avec un calme et une détermination remarquables. « Je crois que les voyages nous enrichissent », disait-elle souvent lorsqu'elle préparait son prochain voyage. Ces dernières années, Donna a traversé une grande partie de l'Ouest américain, montrant sa beauté à ses compagnons. Ce matin de juillet 2010, 2 jeunes filles se trouvaient à côté de Donna. Sa fille de 17 ans, Gina, était énergique, avec un esprit vif et un amour de l'aventure hérité de sa mère. Il y avait entre elles un lien spécial basé sur la confiance mutuelle. La 3e participante était Jenny Loon, une étudiante de 19 ans originaire de Hong Kong. Arrivée en Amérique en mai, elle a emménagé dans la maison des Cooper dans le cadre d'un programme d'échange culturel et est rapidement devenue presque un membre de la famille. Leur moyen de transport était une modeste Hyundai Accent, une berline compacte de couleur argentée. Cette voiture était idéale pour les rues de la ville et les autoroutes pavées, mais n'était pas conçue pour les rigueurs du tout-terrain. Cependant, Donna, comme la plupart des habitants du Nevada, avait l'habitude de parcourir des distances considérables, et la voiture la laissait rarement tomber. Ce matin-là, ils n'ont pas fait beaucoup de bagages. Donna avait mis quelques couvertures et une trousse à outils de base dans le coffre, une habitude prise après des années de voyage dans les États de l'Ouest. La cabine contenait quelques bouteilles d'eau, un sac de chips, 2 pommes et des biscuits. Assez pour une excursion d'une journée, mais terriblement insuffisant pour ce qui les attendait. Le réservoir d'essence n'était rempli qu'au quart, ce qui, dans des circonstances normales, aurait suffi pour parcourir 160 à 190 km. En quittant Pahrump, Donna dit à son amie Charlene qu'elles allaient revisiter le château de Scotty dans la vallée de la mort. Elle était passée devant de nombreuses fois, mais ne s'était jamais arrêtée pour le visiter. Aujourd'hui, avec 2 compagnes curieuses, le moment semblait parfait. Aucun d'entre eux n'aurait pu deviner qu'un simple voyage touristique se transformerait en une incroyable lutte pour la survie dans l'un des endroits les plus impitoyables de la planète. Un défi qui mettrait à l'épreuve non seulement leur force physique, mais aussi leur caractère, leur ingéniosité et leur volonté de vivre. Le jeudi a commencé par un ciel dégagé et l'attente de nouvelles découvertes. Le soleil se levait à peine à l'horizon lorsque la Hyundai Accent argentée est sortie de Pahrump, une petite ville située à 1 heure de route de la vallée de la mort. Donna Cooper, les mains sur le volant, profitait de la fraîcheur matinale, tout en réalisant que l'après-midi, la température atteindrait les extrêmes habituels du mois de juillet. Gina et Jenny discutaient doucement sur la banquette arrière, évoquant leur prochaine visite au château de Scotty, un site mystérieux perdu dans le paysage désertique. Donna leur jette de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur, ravie de leur enthousiasme. Scotty's Castle
officiellement connue sous le nom de Death Valley Ranch, était une villa de 2 étages de style colonial espagnol construite entre 1922 et 1931. Son histoire est remplie de mythes et d'intrigues. Albert Johnson, millionnaire de Chicago, a fait construire ce manoir pour sa femme malade, espérant que le climat sec de la vallée de la mort serait bénéfique pour sa santé. Mais c'est l'aventurier Walter Scott, surnommé Scotty, qui prétendit avoir construit le château avec le produit d'une mine d'or fictive. À 1h de l'après-midi, ils arrivèrent aux portes du château. Le contraste entre l'austérité du désert et la demeure espagnole avec sa piscine, ses fontaines et ses jardins luxuriants était presque surréaliste. Donna achète 3 billets, une dernière transaction qui permettra à des proches de commencer leurs recherches. Pendant 2 heures, les femmes ont déambulé dans les couloirs frais, admirant les meubles anciens et l'intérieur inhabituel. Grâce à ses murs épais, le château reste agréablement frais malgré la température extérieure. Le guide a raconté des histoires sur Scotty et ses récits fantastiques qui ont attiré des visiteurs curieux dans ce lieu isolé. En quittant le château vers 3 heures de l'après-midi, ils ont été accueillis par une vague de chaleur. La température dépassait les 51 degrés avec ça, l'air frissonnait sur le macadam chauffé à blanc. C'est alors que Donna aperçoit un panneau indiquant Racetrack Playa, un lac plat et asséché connu pour le mystérieux phénomène des pierres qui bougent. Au fil des ans, les rochers avaient laissé de longues traces, comme si quelqu'un les poussait au fond du lac asséché. Ce phénomène, qui n'avait pas d'explication scientifique jusqu'en 2014, a intrigué les scientifiques et les touristes. « J'ai toujours voulu voir ça », dit Donna en regardant une carte du parc. Gina et Jenny ont soutenu l'idée avec enthousiasme. Pourquoi ne pas aller voir une autre attraction unique ? Donna sort son GPS et tape Racetrack Playa. L'appareil, programmé pour trouver l'itinéraire le plus court, calcule le chemin et donne des indications. Selon les recommandations officielles du parc, Racetrack Playa se trouve à 43 km de la route goudronnée la plus proche et ne peut être atteint que par un véhicule à grande capacité de franchissement. Les femmes sont sorties du parking du château Scotty sans se douter de la tournure que prendrait leur décision spontanée. La Hyundai Accent, fiable dans les rues de la ville, n'était absolument pas préparée aux rigueurs qui l'attendaient sur les pistes abandonnées de la vallée de la mort. Ils roulent vers l'ouest sur la route 267. Bientôt, l'asphalte s'est transformé en gravier et ils ont atteint Tickettle Junction, une intersection notable nommée en raison d'une tradition inhabituelle. Accrochés à un poteau de signalisation, des dizaines de bouilloires en teck ont été laissées par les voyageurs. Certaines sont couvertes de signatures et de dates, d'autres sont décorées de dessins et de messages. Cet endroit marque la limite entre les routes relativement praticables et l'absence de pistes. Gina, qui a remplacé sa mère au volant, arrête la voiture. Donna vérifie le GPS. Les panneaux indicateurs donnèrent des informations contradictoires. L'un la dirigeait vers Racetrack Playa, l'autre l'avertissait d'une route difficile déconseillée aux voitures ordinaires. Gina tourne à gauche suivant les indications du GPS. Leur Hyundai progresse lentement sur la route cahoteuse qui devient de plus en plus étroite et irrégulière. La faible garde au sol de la voiture les oblige à avancer à une vitesse d'escargot. 10 miles plus tard, Racetrack Playa n'est pas apparu. Au lieu de cela, la route a commencé à grimper dans les montagnes. Ce qui n'était qu'un chemin de terre était devenu une piste abandonnée. Gina suggéra de demander l'itinéraire pour retourner au château de Scotty en mentionnant le navigateur GPS. Elle appuya sur quelques boutons, annulant l'itinéraire en cours et en demandant un nouveau. Mais c'est ici, dans les profonds canyons de la vallée de la mort, que la technologie leur fait défaut. Le signal satellite est faible et intermittent, ce qui oblige le GPS à recalculer constamment l'itinéraire. Le soleil descend lentement vers l'horizon, projetant de longues ombres sur le sol rocailleux. La température est restée supérieure à 45 degrés, mais la flèche du réservoir de carburant est encore plus alarmante. Elle s'approche inexorablement de la zone rouge après plus de 160 km de conduite hors route, où la consommation de carburant est beaucoup plus élevée qu'à l'accoutumée. Les téléphones portables n'émettaient pas le moindre signal. Ils se retrouvent complètement coupés du monde, errant dans un dédale de pistes montagneuses qui les éloignent de plus en plus de la civilisation. Le compteur affiche déjà plus de 290 km depuis le départ du château de Scotty, et à chaque nouveau kilomètre, ils commencent à manquer de carburant. Lorsque le soleil fut presque caché derrière la crête, Donna reprit les commandes. La voiture parcourut encore quelques centaines de mètres, puis s'arrêta. Le moteur s'éteint, les plongeant dans le silence du désert. Il n'y avait aucune lumière, aucun signe de présence humaine, juste les canyons majestueux et silencieux et le ciel qui s'assombrissait.
On dirait que nous allons devoir passer la nuit ici, dit calmement Donna, bien qu'intérieurement elle soit consciente du danger de leur situation. Les 3 femmes sont piégées dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, avec un minimum d'eau, pas de communication et pas de carburant. Les premiers rayons du soleil du vendredi ont exposé sans pitié la réalité de leur situation. Le compteur affiche un peu plus de 320 km depuis le départ de Scotty's Castle. Ils se sont enfoncés dans les terres sauvages de la vallée de la mort. « Nous devons agir », dit Donna, évaluant la situation avec un calme forgé par des années d'épreuves. Elles font l'inventaire de leurs maigres provisions, la dernière bouteille d'eau, 2 pommes, des restes de chips et quelques biscuits. Gina est la première à sortir de la voiture et grimace devant l'air brûlant. La température grimpe déjà vers les 45 degrés et ce n'est que le matin. Elle commence à ramasser des pierres. Lentement, pierre par pierre, de grandes lettres sont apparues sur un terrain dégagé. Help. Les lettres étaient suffisamment grandes, environ 4 mètres de long, pour être vues du ciel. Pendant ce temps, Donna et Jenny se mettent en quête d'eau. Très assoiffées, elles tentent d'extraire l'humidité des cactus et des aiguilles de pin. Mais les résultats sont minimes, juste un peu de liquide amer, pas assez pour étancher leur soif. Ils se partagent équitablement la dernière bouteille d'eau, par petites gorgées, réalisant qu'ils doivent étendre leurs réserves le plus longtemps possible. Vers midi, la chaleur devient insupportable. L'air semblait fondre sur les rochers, leur peau brûlait même à l'ombre de la voiture. Jenny, confrontée pour la première fois à des conditions aussi extrêmes, sent sa peur et son anxiété grandir d'heure en heure. En tant qu'étrangère, loin de chez elle, elle s'en remettait entièrement à l'expérience de Donna. Des avions les survolent de temps à autre, petits points dans l'immensité du ciel. Les femmes ont essayé toutes les méthodes de signalisation possibles. Gina a utilisé le CD comme un miroir, reflétant la lumière du soleil. Jenny a agité une couverture d'urgence jaune vif. Mais les avions poursuivent leur route, ignorant leur tentative désespérée d'attirer l'attention. Le vendredi soir, Gina a décidé d'explorer le quartier. Elle a parcouru environ 3 km sur un sentier rocailleux, espérant trouver de l'aide, ou au moins une meilleure vue du terrain pour déterminer leur position. En prenant un peu d'altitude, elle n'a vu qu'un vaste désert, aucun signe de civilisation, seulement des rochers et une végétation clairsemée jusqu'à l'horizon. Pendant ce temps, dans la lointaine Floride, la fille de Donna, Sky Cooper, se remet d'une opération de la vésicule biliaire. Elle a essayé d'appeler sa mère à plusieurs reprises, mais tous les appels sont tombés sur la boîte vocale. Au début, cela n'a pas inquiété Donna, qui partait souvent en voyage de façon spontanée. Mais lorsque 24 heures se sont écoulées sans nouvelles, Sky a commencé à s'inquiéter. Elle vérifie les comptes de carte de crédit de sa mère et trouve la dernière transaction, 3 billets pour le château de Scotty, datés du jeudi à 13h. Plus rien après cela. À Paramp, Charlene Dean, qui s'occupe de la maison de Donna, commence également à s'inquiéter. Après avoir contacté Sky, ils ont décidé d'agir et ont contacté les autorités. Mais ni les shérifs des comtés de Nye et d'Inyo, ni les gardes forestiers de la vallée de la mort ne pouvaient lancer immédiatement des recherches approfondies. Trop peu d'informations, une zone trop vaste. Le samedi matin, un miracle s'est produit dans la voiture de Donna. Alors qu'ils avaient perdu tout espoir de voir la voiture démarrer, Donna décida de réessayer, par sécurité. Elle a tourné la clé et, à la stupéfaction générale, le moteur s'est mis en marche. Peut-être que la petite quantité de carburant s'était redistribuée dans le réservoir pendant la nuit ou que la batterie avait retrouvé une charge minimale. La raison n'avait pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils ont une chance. La voiture ressuscitée était devenue leur bouée de sauvetage. Donna passe instantanément du soulagement à l'action, réalisant que chaque seconde de fonctionnement du moteur est précieuse. « Montez vite », ordonna-t-elle, et un instant plus tard, tous les 3 étaient à l'intérieur. Donna conduisit la voiture de la manière la plus économe possible, en roulant au point mort dans les descentes et en accélérant rapidement sur les tronçons plats avant les montées. Si la voiture calait maintenant, il n'y aurait peut-être pas de second miracle. En bas, le terrain s'est aplani et une petite plaine salée s'est ouverte devant eux, scintillant sous le soleil de midi. Au loin, ils remarquèrent quelque chose d'inattendu, un grillage, un portail verrouillé et quelques arbres vivants. Ils s'exclament « Regardez, il y a peut-être des gens là-bas !» s'exclame Gina en montrant les caravanes derrière les arbres. La voiture s'approche lentement de la clôture lorsque le moteur cale à nouveau. Les dernières gouttes d'essence étaient épuisées, mais cela n'avait plus d'importance. Elles avaient retrouvé un signe de civilisation. Les 3 femmes s'efforcent de sortir de la voiture chauffée à blanc. La chaleur est insupportable, les températures dépassent les 50 degrés. Le sol brûle littéralement sous leurs pieds. Le sol brûle littéralement sous leurs pieds,
même à travers les semelles de leurs baskets. La sueur s'évapore instantanément et la déshydratation progresse de minute en minute. Ils contournèrent le grillage et s'approchèrent de la porte. Le camp abandonné se compose de 2 ou 3 vieilles caravanes entourant un porche en bois. Les bâtiments semblaient abandonnés, mais en relativement bon état. Donna frappa aux portes, appelant, mais il n'y eut pas de réponse. En contournant la plus grande caravane, Donna trouve un trésor, un tuyau d'arrosage enroulé, relié à un robinet d'eau. Les mains tremblantes, elle tourne le robinet. Les secondes s'étirent jusqu'à l'éternité, tandis que quelque chose gronde dans les tuyaux. Puis l'eau arriva, chaude, métallique, mais vivifiante et réelle. Les 3 femmes tombèrent à genoux, avalant avidement l'eau directement du tuyau malgré sa température brûlante. Les premières gorgées, après près de 2 jours de soif, furent comme un retour à la vie. Elles ont rempli tous les récipients qu'elles ont pu trouver. Bouteilles vides, canettes de soda, et même des récipients en plastique provenant de la poubelle. Personne ne savait si l'eau coulerait demain. Gina débrouillarde tente de s'introduire dans les caravanes. Dans l'une d'elles, Jenny a réussi à passer par une fenêtre étroite et a trouvé à l'intérieur quelques boîtes de conserve de haricots et de piments, une boîte à moitié vide de spaghettis et des flocons d'avoine. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour leur permettre de tenir quelques jours de plus. Il faisait une chaleur insupportable à l'intérieur des caravanes, le soleil chauffant les parois métalliques comme un four. Ils ont sorti les matelas sur la véranda où il y avait au moins de l'ombre. Donna ouvrit les boîtes de conserve et ils mangèrent pour la première fois depuis des heures, silencieux et concentrés, comme s'ils accomplissaient un rituel sacré. À ce moment-là, le mécanisme de leur sauvetage avait déjà été mis en place. Charlene et Sky ont contacté les autorités de plusieurs comtés. La police routière de Californie a déployé un hélicoptère pour fouiller les zones reculées du parc où la carte de crédit de Donna avait été utilisée pour la dernière fois. Les gardes forestiers ont fourni des cartes des routes abandonnées et ont coordonné les recherches au sol. Ironiquement, ce sont les téléphones portables, inutilisables dans les montagnes en raison de l'absence de signal, qui ont fourni des informations sur la localisation approximative des femmes grâce aux données de la dernière tour où elles disposaient encore d'une connexion. Dans le camp abandonné qui est devenu leur refuge, les femmes ont continué à essayer de se signaler. Elles renforcent le panneau « Help » sur la voiture, agitent une couverture jaune au son des avions. Le soleil se prépare à se coucher lorsque Gina prend un bain improvisé dans la caravane, utilisant l'eau du tuyau d'arrosage pour se débarrasser de la fatigue et de la saleté des derniers jours. Donna l'aide à se laver les cheveux, comme lorsque Gina était une petite fille. Ce simple moment de soins maternels, au milieu d'une détresse extrême, semblait presque surréaliste. Samedi, au début de la journée, le 3e jour de leur calvaire, la chaleur semblait encore plus implacable. Les températures ont dépassé les 50 degrés plus tôt que d'habitude, comme si le désert lui-même voulait tester les limites de l'endurance humaine. Le camp abandonné leur sert d'abri temporaire, mais les conditions sont loin d'être confortables. Les matelas étendus sur la véranda offrent une protection minimale contre le soleil brûlant, mais même à l'ombre, la température dépasse les 45 degrés trués. Toutes les 15 minutes, les femmes doivent s'asperger d'eau à l'aide d'un tuyau. Donna continue de rester calme en apparence, mais elle calcule intérieurement les options qui s'offrent à elle. Si l'aide n'arrive pas dans les 24 heures, elles devront prendre la décision désespérée d'essayer de marcher jusqu'à la route principale. Par cette chaleur, cela équivaudrait à un suicide, mais l'alternative, mourir de faim dans un camp abandonné, n'était pas meilleure. Gina est devenue le leader physique du groupe, sa jeunesse et son énergie lui ont permis de poursuivre activement ses tentatives de signalisation. Elle sort régulièrement à l'extérieur avec une couverture jaune d'urgence qu'elle agite à chaque bruit d'avion. Sur le capot de la voiture, en grosses lettres de poussière, était écrit « Help, appelez la police ». Elle a également essayé d'allumer un feu de signalisation, mais les branches sèches n'ont fait que brûler, sans produire de fumée perceptible. Jenny, la plus vulnérable des 3, n'a tenu que grâce au soutien de Donna. Le choc culturel d'une situation extrême dans un pays étranger a accentué sa peur. Pendant ce temps, les recherches s'intensifient. Charlene et Sky ont appelé toutes les autorités possibles, les shérifs des comtés de Nye et d'Inyo, la police routière de Californie, les gardes du parc national. L'histoire des 3 femmes disparues commence à se répandre dans les médias locaux du Nevada et de Californie. L'hélicoptère parcourt méthodiquement les zones reculées du parc en suivant les itinéraires susceptibles de mener de Scotty's Castle à Racetrack Playa. Les pilotes Tyler Jones et Scott Steele, expérimentés dans les opérations de recherche et de sauvetage, savent qu'à chaque heure qui passe,
Ça te... Pécasse les chances de retrouver les femmes vivantes de s'amenuisent. Pendant ce temps, les gardes forestiers interrogent d'autres touristes, vérifient les registres à l'entrée du parc et analysent les données des caméras de vidéosurveillance situées à l'extérieur de Scotty's Castle. Le puzzle se mettait lentement en place. 3 femmes à bord d'une Hyundai Accent argentée s'étaient probablement rendues à Racetrack Playa sans préparation suffisante. Le soleil avait déjà entamé sa lente descente vers l'horizon, projetant de longues ombres sur les visages épuisés des 3 femmes. C'est le 3e jour de leur calvaire dans le désert impitoyable. La température commençait enfin à baisser, apportant un peu de soulagement après la chaleur infernale de la journée. Donna, Gina et Jenny sont de nouveau réunies sous la véranda, partageant des haricots en conserve, probablement leur dernier repas avant de décider de marcher à pied vers la civilisation. Jenny était assise sur la véranda et observait le ciel, une habitude qu'elles avaient prise au fil des jours. Tout mouvement dans l'air pouvait être synonyme de sauvetage. Soudain, elle l'entendit, un son lointain mais distinct et croissant. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'une hallucination auditive, un mirage pour ses oreilles causé par la surchauffe et l'espoir. Mais le son s'amplifie et devient de plus en plus distinct. « Sors de là, cria Jenny, se levant d'un bond et attrapant la couverture jaune. Donna sortit en courant de la caravane, Gina s'empressant d'enfiler des vêtements. Jenny agitait déjà frénétiquement la couverture à l'air libre là où on pouvait les repérer. Le bruit devenait assourdissant, palpitant dans leur cœur en même temps que l'espoir. C'est alors qu'elles le virent, un hélicoptère bleu et blanc portant l'emblème de la California Highway Patrol qui tournoyait au-dessus du camp abandonné. Le haut-parleur émet la voix claire du pilote. « Vous êtes en sécurité ». 3 mots simples qui signifiaient la fin du cauchemar. Les larmes coulent sur les joues de Gina, se mêlant à la poussière et à la sueur. Jenny continue d'agiter la couverture, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elles avaient été repérées. Donna est restée là, son visage exprimant un profond soulagement après des jours de tension inexprimée. 2 techniciens médicaux d'urgence sont sortis de l'hélicoptère. Ils portèrent des bouteilles d'eau, de l'eau vraiment froide que les femmes n'avaient pas vue depuis 3 jours. L'un d'eux prend le poignet de Donna pour vérifier son pouls. « Nous étions sur le point de vous déclarer morte et de vous ramener à la base, » dit-il. Les mots frappent Donna comme un coup de poing. Elles étaient si près de ne pas être découvertes, condamnées à une mort lente due à la soif et à la chaleur. Après un premier examen, les médecins proposent 2 options. Un hélicoptère peut les emmener à Lone Pine, la ville la plus proche, mais un par un, ce qui signifie une longue attente pour 2. Ou bien elles pouvaient attendre le ranger, qui était déjà en route avec un bidon d'essence et des instructions claires sur la façon de rejoindre la route. Les femmes choisissent la 2e option. Maintenant qu'elles ont été retrouvées, elles préfèrent rester ensemble jusqu'à la fin. Environ 1 heure s'est écoulée. Le coucher du soleil a peint le désert en teinte dorée et la Jeep d'un garde forestier s'est arrêtée devant le camp. Un grand homme en uniforme en descend, portant un bidon d'essence de 20 litres. Pour les femmes, ce simple bidon avait plus de valeur que de l'or. Le ranger aide à verser le carburant dans le réservoir de la Hyundai, puis déplie une carte sur le capot de la voiture. « Vous êtes ici », dit-il en désignant un point sur la carte. « Vous devez suivre cette route vers l'est pendant environ 24 km. Vous devez suivre cette route vers l'est pendant environ 24 km. Elle vous mènera à la route 190. De là, il y a encore 32 km jusqu'à Furnace Creek. Il y a un centre médical et des magasins là-bas. » Les instructions étaient claires et simples. Les femmes remercient leur sauveteur, rassemblent leurs quelques affaires et montent dans la voiture. Donna tourne la clé et le moteur redémarre. Cette fois, elles savent exactement comment rentrer chez elles. Les femmes roulent en silence, ne réalisant pas encore que leur calvaire touche à sa fin. De temps en temps, Donna vérifiait la carte que le garde forestier leur avait donnée. Elle ne faisait pas confiance aux appareils électroniques cette fois-ci, préférant le papier et les indications claires de quelqu'un qui connaissait la région. Au crépuscule, les lumières brillent comme des phares, premier signe de présence humaine en 3 longs jours. La route 190 les accueillit avec un macadam lisse qui semblait être un luxe après les nids de poules et les bretelles rocheuses. Donna a tourné le volant en direction de Furnace Creek, le centre touristique du parc où de l'aide les attendait déjà. Lorsqu'elles sont arrivées à Furnace Creek, la nouvelle du sauvetage miraculeux des 3 femmes s'était déjà répandue. Des médecins les attendaient, prêts à leur porter assistance. Malgré 3 jours passés dans des conditions extrêmes, l'état physique des 3 femmes est meilleur que ce à quoi on aurait pu s'attendre.
Donna, Gina et Jenny souffraient de déshydratation et d'épuisement, mais grâce à l'eau et aux conserves trouvées dans le camp abandonné et à leur propre ingéniosité, des conséquences plus graves ont pu être évitées. Au centre médical, elles ont été accueillies avec une surprise prudente. Ce n'est pas tous les jours que des gens survivent après autant de jours dans la vallée de la mort en juillet. Donna est immédiatement mise sous perfusion de sérum physiologique, tandis que Gina et Jenny reçoivent des boissons électrolytiques spéciales. Les médecins examinent attentivement chacune d'entre elles en prêtant une attention particulière aux signes de coups de chaleur ou de coups de soleil. À ce moment-là, les téléphones sonnent déjà à toute volée. Sky Cooper, en larmes, parle à sa mère et remercie le ciel de les avoir sauvés. Charlene Dean préparait la maison de Pahrump pour le retour de Donna. Les parents de Jenny, à Hong Kong, réveillés au milieu de la nuit par un appel annonçant le sauvetage de leur fille, n'arrivaient pas à croire qu'elle avait survécu à une telle épreuve. Après les examens et les procédures médicales, les femmes ont été autorisées à se reposer au Furnace Creek Motel. Un lit propre, l'air conditionné et l'eau fraîche du robinet, des conforts simples qui semblent maintenant être un luxe incroyable. Elles ont dormi longtemps et profondément, sans cauchemar ni inquiétude, sachant que le pire était passé. Le lendemain, les Rangers organisent le transport vers Pahrump. Avant de partir, le chef de la station des Rangers invite les femmes à une brève conversation. Il s'intéresse aux détails de leur voyage, en particulier à la décision de suivre les indications du GPS en passant par Tickettle Junction. Les informations qu'elles ont fournies sont précieuses pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Mais le plus important, ce sont les moments de calme où Donna, Gina et Jenny se sont enfin retrouvées en sécurité chez elles, réalisant à quel point elles s'étaient rapprochées de la ligne de démarcation au-delà de laquelle il n'y avait pas de retour possible, et à quel point cette épreuve les avait rapprochées. Les événements survenus dans la vallée de la mort ont laissé des traces dans la vie de chacune des femmes. Les effets physiques, peau sèche, fatigue et légère déshydratation ont rapidement disparu. Mais l'impact psychologique a été plus profond. « Je n'ai pas douté une seconde que nous allions y arriver », a déclaré Donna à l'émission 20 by 20 quelques mois plus tard. Sa confiance et son calme pendant la crise ont aidé le groupe à survivre, confirmant que l'expérience de la vie est une ressource inestimable. Pour Gina, cette épreuve a marqué un tournant. Inspirée par le travail des ambulanciers qui les ont sauvés, elle s'est inscrite à l'école d'infirmière, déterminée à consacrer sa vie à aider les autres dans des situations critiques. Jenny est retournée à Hong Kong, mais cette expérience a créé un lien indéfectible avec la famille Cooper. Moins d'un an plus tard, elle revient aux États-Unis, déjà en tant qu'étudiante universitaire, et vit chez eux. Cette expérience de survie lui a appris à ne pas craindre les difficultés dans un pays étranger. En 2011, ABC a organisé une réunion entre les femmes et leurs sauveteurs pour filmer une séquence de l'émission 20 by 20. Lorsque l'hélicoptère a atterri et que les pilotes Tyler Jones et Scott Steele en sont sortis, Donna a été la première à se précipiter vers eux. Embrassades, larmes de gratitude, mots non prononcés, le moment était rempli d'une émotion authentique. L'histoire de ces trois femmes est devenue un cas d'école pour les Rangers de la vallée de la mort. Ils ont inventé l'expression « mort par GPS » et renforcé les avertissements « emportez toujours des cartes en papier ». Le GPS peut vous guider sur des routes impraticables. Une semaine sans GPS vaut toujours mieux qu'un jour sans eau. Les brochures mises à jour indiquaient désormais qu'il fallait un plein de carburant et 5 litres d'eau par personne et par jour. Cette affaire a rappelé au monde que, même à l'ère de la technologie, la nature exige respect et préparation. Mais elle a également montré la force de l'esprit humain, l'ingéniosité et l'importance de rester calme face aux dangers. Les trois femmes sont entrées dans la vallée de la mort en tant que simples voyageuses et en sont ressorties avec une histoire de survie qui fait partie de l'héritage de cet endroit rude mais magnifique. L'histoire de Donna, Gina et Jenny nous fait réfléchir à la frontière ténue qui sépare l'aventure du désastre. Et si elles n'avaient pas trouvé un camp d'eau abandonné? Et si l'hélicoptère avait fait demi-tour quelques minutes plus tôt? Cette histoire s'est terminée par un sauvetage, mais le désert est parsemé de tombes anonymes de personnes moins chanceuses. La leçon la plus importante de cette histoire est peut-être que, même à l'ère des smartphones et de la navigation par satellite, notre survie dépend toujours de compétences de base et de bon sens. Nous sommes tellement dépendants de la technologie que nous oublions tout le reste. Êtes-vous prêt à faire face à une situation où la technologie vous laisserait tomber? Si vous avez aimé cette histoire de survie, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne. Dans les commentaires, racontez-nous votre expérience la plus extrême en milieu sauvage ou comment vous vous préparez à voyager dans des endroits reculés.
Chaque semaine, nous analysons de nouvelles histoires de survie afin que vous puissiez apprendre des erreurs des autres et non des vôtres. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochains épisodes. Le célèbre thermomètre de la vallée de la mort n'indique que la moitié de la vérité. Il mesure la température de l'air, mais ne registre pas des éléments encore plus mortels. La désorientation, lorsque tous les paysages se ressemblent. La panique, lorsque l'on réalise soudainement qu'il n'y a pas d'eau. La confiance illusoire d'une carte qui ne mène nulle part. La vallée de la mort est un phénomène géologique coincé entre les crêtes escarpées de Panamint et Amargosa. Située à 86 mètres sous le niveau de la mer, elle forme un gigantesque piège thermique naturel. L'air brûlant, incapable de franchir les montagnes environnantes, redescend et se réchauffe encore plus sous la pression. Ces poches d'air chaud créent l'un des endroits les plus chauds de la planète. En juillet 1996, la température de l'air a atteint 46 degrés et la surface du sable s'est réchauffée jusqu'à 82 degrés, suffisamment pour faire fondre les semelles des chaussures. L'été 1996 est entré dans l'histoire du parc comme l'un des plus chauds, plus de 40 jours avec des températures supérieures à 48 degrés. Par un tel temps, le corps humain perd jusqu'à 2 litres de liquide par heure, transformant l'absence d'eau en une condamnation à mort. Le contraste entre la réalité mortelle et la beauté envoûtante fait de la vallée de la mort un aimant pour les touristes du monde entier. Ils viennent pour voir des paysages surréalistes, mais quittent rarement leur voiture climatisée en été. Pour les gardes forestiers du parc, la vallée de la mort reste un lieu de respect et non d'aventure imprudente. Le désert ne pardonne pas les erreurs, répète-t-il, soulignant la règle principale de survie. Ne jamais quitter son véhicule en cas de panne. Cette règle, écrite avec le sang des victimes précédentes, est devenue un mantra sacré pour tous ceux qui connaissent le vrai visage de la vallée de la mort. En juillet 1996, 4 touristes allemands ont franchi la frontière invisible entre l'aventure et la catastrophe en s'engageant sur la route de terre d'Anvil Canyon, une décision qui allait transformer leurs photos de vacances en preuve d'un des accidents les plus mystérieux de l'histoire des parcs nationaux américains. Egbert Rimkus, architecte de 34 ans, originaire de Dresde, regardait le monde avec l'assurance d'un homme habitué à mesurer l'espace et à calculer les proportions. Sa vie en Allemagne n'était pas facile. Divorce avec Heike Weber, dispute pour la garde de leur fils. Mais ce voyage aux États-Unis lui offrait un nouveau départ, l'occasion de se rapprocher de Georg, 11 ans, et de consolider sa relation avec Cornelia Mayer, sa petite amie de 27 ans. Cornelia, qui dirigeait une entreprise florissante en Allemagne, était la plus pragmatique des deux. C'est à son nom qu'ils louèrent une Plymouth Voyager verte à Los Angeles le 8 juillet, après leur arrivée de Seattle. Son fils de 4 ans, Max, un petit garçon blond aux yeux curieux, donnait à leur groupe l'air d'une vraie famille. En 3 semaines, ils ont parcouru une grande partie de la côte ouest des États-Unis, des plages de San Clemente au casino de Las Vegas, où ils ont séjourné au Treasure Island Resort. Leurs photos, retrouvées plus tard dans leurs bagages, montrèrent des touristes heureux et ordinaires, admirant les grands espaces américains. Une histoire simple qui aurait pu être racontée par des centaines d'autres voyageurs européens. Mais un détail allait prendre une tournure sinistre. Alors qu'il était à Las Vegas, Egbert a contacté Heike pour lui demander de lui prêter de l'argent. Après avoir essuyé un refus, il transféra 1 500 $ depuis son compte bancaire. Cette transaction révélait des contraintes financières susceptibles d'influencer leurs décisions futures, choix des itinéraires, des hôtels, dépenses en essence. Les touristes allemands percevaient l'Ouest américain à travers le prisme des représentations romantiques européennes façonnées par les livres de Karl May et les westerns hollywoodiens. Pour eux, le désert n'était pas un piège mortel, mais une aventure exotique, un décor pour les photos qu'ils montreraient à leurs amis à leur retour. Aucun d'entre eux n'avait l'expérience de la survie dans des conditions où la température dépasse régulièrement 37 degrés et où la source d'eau la plus proche peut se trouver à des dizaines de kilomètres. Ils se distinguaient des autres touristes par leur approche de la planification. Au lieu d'hôtels confortables, ils choisissaient parfois de passer la nuit à la Belle Étoile, comme en témoignait le sac de couchage Coleman et la tente trouvée plus tard dans leur voiture. Les jouets de Max éparpillés dans le minibus rappelaient que malgré leur soif d'aventure, c'était une famille ordinaire, qui n'était pas prête à affronter des épreuves extrêmes. La famille devait rendre la voiture à Los Angeles le 26 juillet. Le lendemain, leur vol pour l'Allemagne était prévu.
Ces dates imposaient un calendrier très serré, un facteur supplémentaire qui a pu les pousser à prendre des décisions risquées. Le lundi 22 juillet 1996, le thermomètre affichait 46 degrés à Furnace Creek, dans la vallée de la mort. Le même jour, Egbert et Cornelia sont entrés dans le parc national avec leurs enfants et se sont arrêtés au centre d'accueil. Ils y ont acheté 2 exemplaires du guide touristique de la vallée de la mort, ça en allemand. Ce choix confirmait leur intérêt touristique normal, mais le fait de ne pas avoir posé de questions aux gardes forestiers sur la sécurité des itinéraires s'avérera plus tard fatal. À ce moment-là, leurs réserves financières fondaient à vue d'œil. Le minibus de location avait déjà parcouru une distance considérable, de Los Angeles à San Clemente, puis à Las Vegas et maintenant à la vallée de la mort. Il restait moins de 5 jours avant le retour à l'aéroport et le parc national de Yosemite se profilait encore à l'horizon. La simple logistique les poussait à rechercher les itinéraires les plus courts. En étudiant la carte de la vallée de la mort, pas un GPS moderne, mais une carte papier avec des indications floues sur les chemins de terre, ils ont repéré un itinéraire potentiel à travers les contreforts occidentaux. Pour éviter un long détour par la frontière est du parc, il était possible de traverser le terrain montagneux par le col Mengel Pass, de rejoindre l'autre versant et de se diriger directement vers Yosemite. Sur la carte, la route semblait praticable. Rien n'indiquait qu'il fallait un véhicule à 4 roues motrices avec une garde au sol élevée, et non un minibus urbain Plymouth Voyager avec une garde au sol de seulement 15 cm. En 1996, de telles mises en garde étaient rares sur les cartes touristiques. Dans l'après-midi, la famille est arrivée au camp minier abandonné de Warm Springs. Là, dans une petite pièce poussiéreuse, se trouvait un livre d'or. Cornelia y a laissé un message indiquant qu'il se dirigeait vers le col Mengel. Ce journal, découvert seulement en octobre, allait devenir un indice crucial pour comprendre leur itinéraire. C'est également là, dans une cabane géologique près de Warm Springs, qu'ils ont pris un drapeau américain, un souvenir qui sera retrouvé plus tard dans le minibus. Ce geste impulsif reflétait leur insouciance, l'état d'esprit de personnes qui ne se rendaient pas compte qu'elles étaient au bord du gouffre. Le voyage se poursuivit sur des chemins de terre. Peu à peu, la voiture commença à être secouée par les bosses et les roues s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans le sable. Le moment vint où Egbert dut admettre que la route était impraticable pour leur véhicule. Ils s'approchèrent du col de Mengel, mais la montée raide, jonchée de cailloux, indiquait clairement que le minibus ne pourrait pas passer. Après avoir fait demi-tour, la famille se retrouva face à un dilemme. Reprendre le même chemin difficile jusqu'à la route principale, perdant ainsi une journée précieuse, ou essayer un autre itinéraire qui semblait prometteur sur la carte. À l'intersection de chemins de terre, loin de toute civilisation, Egbert a choisi de tourner vers le sud, en direction d'Anvil Canyon, au lieu de revenir par le chemin connu. Ce choix s'est avéré fatal. Le canyon aux parois abruptes et au fond sablonneux était impraticable pour un minivan ordinaire, même s'il semblait praticable sur la carte. Bientôt, la route se détériora. Le canyon se rétrécit, le sable devint meuble. À la bifurcation, fatigué par une longue journée, Egbert tourna à droite alors que la route principale partait à gauche. Ici, la route disparut rapidement dans un lit de sable. En essayant de revenir en arrière, il patina et les 2 pneus arrière éclatèrent à cause de la surchauffe. Avec une détermination désespérée, Egbert a parcouru encore environ 60 mètres sur les roues endommagées jusqu'à ce que le minibus s'enlise définitivement. À ce moment-là, une roue avant avait également crevé. La voiture était bloquée à 3 km de l'entrée du canyon. La nuit tombante apporta un peu de fraîcheur, mais aussi la prise de conscience de la situation. Ils se trouvaient au cœur de la vallée de la mort, avec 3 pneus crevés, à des dizaines de kilomètres du moindre téléphone. Le minibus restait leur seul refuge contre la chaleur, mais chaque heure d'attente réduisait leurs chances de revenir à Los Angeles à temps. Sur la carte, ils ont repéré la base du China Lake Naval Weapons Center à 14 km au sud. Pour des Européens habitués aux installations militaires surveillées, cela pouvait sembler être le salut. Egbert et Cornelia se trouvèrent désormais face à une décision qui allait transformer un simple contretemps en une tragédie mystérieuse. L'aube du 23 juillet à Anvil Canyon fut impitoyablement précoce. Les premiers rayons du soleil, se reflétant sur les parois sablonneuses du canyon, transformèrent le minibus en fournaise. À 6 heures du matin, la température à l'intérieur avait déjà atteint 35 degrés T et continuait d'augmenter à chaque minute.
La présence silencieuse du volcan endormi qui façonne la géologie de la vallée de la mort se faisait sentir à chaque bouffée d'air chaud. La première tentative pour dégager la voiture s'est soldée par un échec. Egbert a trouvé un cric dans le coffre, mais le sable meuble le rendait inutile. La base s'enfonçait constamment, empêchant de soulever le minivan pour changer les roues. Une opération simple qui aurait pris 21 minutes sur une chaussée solide s'est avérée impossible ici. Les réserves d'eau sont devenues la principale source d'inquiétude. Comme la plupart des touristes, ils avaient emporté quelques bouteilles, mais pas les bidons nécessaires pour survivre dans le désert. Pour 4 personnes, dont 2 enfants, par une chaleur dépassant 37 degrés C, leurs réserves pouvaient durer au maximum 1 jour ou 2. Et cela avec une ration stricte, ce qui est extrêmement difficile à expliquer à un enfant de 4 ans. Cornelia, dans son journal intime allemand retrouvé 13 ans plus tard, a consigné ses impressions du voyage jusqu'au 22 juillet. Ces lignes s'interrompent en plein milieu, constituant la dernière trace écrite connue de la famille. Le temps commençait à se resserrer autour d'eux. Chaque heure passée dans le minibus en panne réduisait leurs chances de revenir à temps. Dans 3 jours, ils devaient rendre la voiture à Los Angeles, et le 27 juillet, leur vol pour l'Allemagne était prévu. Cette pression psychologique et littérale due à l'air chaud qui envahissait l'habitacle devenait insupportable. Georg, un garçon de 11 ans, a peut-être été le premier à montrer des signes d'épuisement dus à la chaleur, nausées, vertiges, irritabilité accrue. Le petit Max, trop jeune pour comprendre le danger, était probablement celui qui souffrait le plus de la chaleur, car le corps d'un enfant se déshydrate beaucoup plus rapidement que celui d'un adulte. Vers midi, Egbert a pris une décision qui sera ensuite analysée par des dizaines d'experts en survie. Il a décidé de sortir de la voiture et d'inspecter les environs. Peut-être y avait-il une source d'eau à proximité, ou au moins une élévation d'où l'on pouvait voir la route et éventuellement trouver de l'aide. Après avoir parcouru environ 1,5 km vers l'est, Egbert s'est arrêté sous un buisson clairsemé qui lui offrait un peu d'ombre. C'est là, dans le désert, comme l'ont montré les traces retrouvées plus tard, qu'il est resté assis un certain temps, peut-être à réfléchir à la suite des événements ou simplement à reprendre des forces avant de retourner auprès de sa famille. Une bouteille de Bud Ice vide, trouvée à cet endroit, témoigne du fait que la soif physique l'emportait sur le bon sens. L'alcool ne fait qu'accentuer la déshydratation dans des conditions de forte chaleur. De cet endroit, on avait une vue sur la partie est de la vallée. C'est peut-être là qu'Egbert a réalisé pour la première fois à quel point ils étaient loin de la civilisation. Il y avait 25 km jusqu'à la route goudronnée la plus proche, Badwater Road, en ligne droite, à travers des terres stériles, sans sentier, ni point de repère. La vue vers le sud offrait cependant une autre perspective. Quelque part là-bas, à 9 km de leur position actuelle, se trouvait la limite de la base du China Lake Naval Weapons Center. Pour un Européen qui ne connaît pas les particularités des installations militaires américaines, cela pouvait sembler une direction logique pour chercher de l'aide. De retour au minibus, Egbert fut confronté à un dilemme cornélien. Rester dans le véhicule signifiait une mort lente mais certaine sous un soleil de plomb, avec des réserves d'eau qui s'épuisaient et aucune garantie que quelqu'un passerait par cette route déserte. Il ne fallait pas compter sur un sauvetage rapide. Même si Heike avait signalé la disparition de sa famille le jour du vol manqué, le 27 juillet, les recherches dans une zone aussi vaste auraient pu prendre des semaines. L'alternative était tout aussi risquée. Quitter la relative sécurité de la voiture et partir à pied à travers le désert impitoyable vers un salut hypothétique. Contre toutes les règles de survie dans la nature sauvage, Egbert, après de douloureuses hésitations, a probablement choisi la deuxième option. Les préparatifs ont été minimes. La famille n'a emporté que le strict nécessaire, le passeport et la carte bancaire de Cornelia, son agenda, quelques effets personnels, le reste de l'eau et peut-être un peu de nourriture. On ignore ce que portait le petit Max et ce qui avait été emporté pour se protéger du soleil brûlant. Le minivan était soigneusement verrouillé, comme s'ils avaient l'intention de revenir. À l'intérieur, ils ont laissé un sac de couchage, une tente, des jouets et d'autres objets non essentiels. La décision de partir à midi, lorsque la température atteignait son maximum, semble irrationnelle, mais dans une situation de panique croissante, la logique fait souvent défaut. Peut-être que l'état des enfants, qui empirait d'heure en heure dans la voiture surchauffée, a été le facteur déclencheur. Peut-être qu'Egbert espérait qu'il pourrait parcourir une distance suffisante avant que la fraîcheur du soir ne tombe. La route qu'ils ont choisie menait vers le sud, directement vers la ligne de la base militaire indiquée sur la carte.
C'est cet itinéraire qui, 13 ans plus tard, s'avérera être la clé de l'énigme de leur disparition dans l'hypothèse de Tom Mahood. Pour un Européen habitué à des territoires densément peuplés, 14 km pouvaient sembler une distance surmontable. Mais dans les conditions de la vallée de la mort, avec une température du sable atteignant 82 °C et une température de l'air avoisinant les 41 °C, chaque kilomètre devenait une épreuve épuisante. Imaginez 4 personnes, dont 2 enfants, avançant lentement dans le désert sous un soleil impitoyable, sans chapeau ni vêtements spéciaux, avec un minimum d'eau, probablement déjà en proie aux premiers symptômes d'un coup de chaleur. Tous les quelques centaines de mètres, ils devaient s'arrêter pour reprendre leur souffle ou laisser les plus jeunes se reposer. La progression était douloureusement lente. Le fait qu'ils ne soient jamais revenus à leur véhicule indique qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils perdaient soit leur sens de l'orientation, soit la capacité physique de faire demi-tour. À chaque pas en avant, le retour au minibus devenait de moins en moins envisageable. Le désert est impitoyable pour le corps humain. À des températures supérieures à 40 degrés C, les mécanismes de refroidissement de l'organisme commencent à défaillir. Une transpiration abondante est rapidement suivie d'une sécheresse cutanée due au manque d'eau. Vient ensuite l'épuisement thermique, vertige, nausées, faiblesse musculaire. Pour Max, un garçon de 4 ans dont le système de thermorégulation n'était pas encore complètement développé, ce processus s'est accéléré. Un enfant de son âge perd 2 à 3 fois plus d'eau qu'un adulte. Probablement, après seulement quelques heures de marche, les adultes ont dû le porter. Georg, 11 ans, était plus résistant, mais également très vulnérable à la chaleur. Son corps européen, peu habitué aux températures extrêmes, ne supportait pas la chaleur interne. L'examen des restes humains découverts en 2009 n'a révélé aucun signe de violence ou de blessure. La famille est morte de causes naturelles, coups de chaleur et déshydratation. Derrière cette formulation laconique se cache le drame inimaginable de leurs dernières heures. Le dernier stade du coup de chaleur s'accompagne de désorientation, d'hallucination et de perte de conscience. La température interne du corps dépasse les 40 degrés C, provoquant une défaillance des organes internes. La réalité se confond avec le délire, le paysage environnant se déforme. Malgré ces conditions, la famille a réussi à parcourir environ 9 km. L'endroit où leurs restes ont été retrouvés témoigne de l'incroyable endurance humaine, même dans des circonstances extrêmes. Ils ont avancé presque en ligne droite vers la frontière de la base militaire. Cette détermination montre que même dans des conditions critiques, Egbert a gardé l'esprit clair, s'orientant peut-être grâce au soleil ou aux montagnes lointaines. Parmi les objets trouvés près des restes, il y avait une bouteille de vin vide, identique à celle trouvée dans le minibus. Peut-être dans leur désespoir, ont-ils bu tout ce qui pouvait étancher leur soif, même si cela ne faisait qu'accélérer leur déshydratation. L'absence de traces de campement ou d'abri indique que la famille a continué à avancer jusqu'au bout. À un moment donné, ils n'ont tout simplement plus été en mesure de continuer. La disposition des restes suggère qu'ils sont morts les uns à côté des autres, peut-être en essayant de se protéger du soleil. Jusqu'à la fin, ils sont restés ensemble, comme une vraie famille. Le moment exact où les traces de la famille allemande se sont perdues dans le désert restera à jamais inconnu. D'un point de vue scientifique, leur corps, privés d'eau et exposés à des températures extrêmes, ne pouvaient pas survivre plus de 48 heures. Il est probable que le soir du 24 juillet 1996, tous les 4 avaient déjà quitté ce monde. La vallée de la mort les a accueillis dans ses bras comme des témoins silencieux de sa puissance implacable. Les lois impitoyables de la nature, que les touristes allemands ont si tragiquement sous-estimées, ont pris le dessus sur la volonté humaine de survivre. En plein air, à 9 km du minibus et à 5 km de la frontière de la base militaire, ils sont devenus partie intégrante du désert. Après leur mort, le désert a continué son œuvre. Le soleil brûlant, l'air sec et les vents sableux ont accéléré les processus naturels. Les animaux sauvages, coyotes, vautours, petits charognards, ont progressivement dispersé les restes sur une petite distance. Les effets personnels, le passeport de Cornelia, sa carte bancaire, son agenda sont restés intacts, préservés par la sécheresse de l'air, mais se sont progressivement recouverts d'une fine couche de sable se fondant dans le paysage. Paradoxalement, alors que la famille avait disparu sans laisser de traces, le minibus qu'ils avaient loué était toujours garé au même endroit où ils l'avaient laissé. Verrouillé, avec toutes ses affaires à l'intérieur, il aurait pu rester ainsi pendant des années, se détériorant lentement sous l'effet du soleil et des tempêtes de sable, mais toujours reconnaissable. Dans ce canyon isolé,
Rarement fréquenté même par les gardes forestiers, il aurait pu passer inaperçu pendant longtemps. Les jours, les semaines, les mois passèrent. Le 26 juillet, jour où le minibus devait être restitué à l'agence de location à Los Angeles, aucune nouvelle des locataires n'était parvenue. Le 27 juillet, leur place sur le vol à destination de l'Allemagne était restée vide. Ce n'est qu'alors que les recherches ont lentement commencé, mais un temps précieux avait déjà été perdu. Alors que Heike Weber, l'ex-femme d'Egbert, a signalé la disparition de son ex-mari et de son fils, les démarches administratives entre les autorités allemandes et américaines ont pris des semaines. Ce n'est que le 10 septembre, près de 7 semaines après leur disparition, que la police de Los Angeles a enregistré la Plymouth Voyager comme volée. À ce moment-là, les traces de la famille dans le désert avaient été pratiquement effacées par le vent et le temps. Il a fallu encore plus de temps avant que quelqu'un ne retrouve la voiture. Ce n'est que le 21 octobre 1996, lors d'une reconnaissance aérienne de routine, qu'un garde forestier de la vallée de la Mort a remarqué le reflet du soleil sur le toit d'un minivan immobilisé. À ce moment-là, près de 3 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de la famille. La Plymouth Voyager verte, couverte de poussière, avec 3 pneus crevés, semblait être un objet étranger au milieu du paysage primitif d'Anvil Canyon. Après avoir atterri à proximité, le garde forestier a découvert que la voiture était verrouillée et que des effets personnels étaient visibles à l'intérieur. La vérification du numéro d'immatriculation révéla un fait inquiétant. Le véhicule avait été déclaré volé. Cette découverte déclencha une opération de recherche à grande échelle dans l'histoire de la vallée de la Mort. Plus de 200 personnes, dont des rangers, des spécialistes du China Lake Mountain Rescue Group et de l'Indian Wells Valley Search and Rescue, ainsi que des shérifs du comté d'Inyo, passèrent la région au peigne fin. 2 hélicoptères ont survolé la zone tandis que des équipes à cheval exploraient les canyons et les dépressions. Une vérification auprès de Dollar Rent a Car a révélé que le minibus avait été loué par Cornelia Mayer le 8 juillet et devait être restitué le 26 juillet. Les locataires ne se sont pas présentés à leur vol pour l'Allemagne le 27 juillet. Les chercheurs savaient désormais qui ils recherchaient. Egbert Rimkus, 34 ans, son fils Georg, 11 ans, Cornelia Mayer, 27 ans, et son fils Max, 4 ans. Les indices étaient maigres. Une bouteille de Bud Ice et des traces de siège sous un buisson ont été trouvées à 1 km du minibus, et des bidons allemands ont été découverts à 5 km au sud-est, mais cette découverte n'a pas été confirmée. Les chercheurs se sont concentrés sur la région d'Anvil Canyon, Warm Spring Road et le col de Mengel. Le territoire de la base de China Lake, situé à 15 km au sud, n'a pas été inclus dans la zone de recherche principale. Après 5 jours de recherche infructueuse, l'opération a été abandonnée le 26 octobre. La famille a été déclarée disparue et probablement décédée. En l'absence de restes, différentes théories ont vu le jour. De la mise en scène d'une disparition due à un conflit de garde à l'enlèvement, voire à une rencontre avec des sectes du désert. Mais les faits contredisaient la plupart des spéculations. Les cartes bancaires étaient restées dans le minibus, la voiture était verrouillée et abandonnée. Tout indiquait un accident, mais sans corps, l'affaire restait ouverte. Dans toute histoire de disparition, il est toujours possible que quelqu'un poursuive les recherches, même des années plus tard. Pour une famille allemande de la vallée de la Mort, cette personne était Tom Mahood, ingénieur et membre de la Riverside Mountain Rescue Unit, qui s'est intéressé en 2009 à cette affaire vieille de 13 ans. Mahood, avec son esprit analytique, a abordé cette énigme comme un problème mathématique. Après avoir rassemblé toutes les données disponibles, rapport de 1996, coordonnées du minibus, informations sur la bouteille de Bud Ice trouvée, il a commencé à élaborer une nouvelle hypothèse. En septembre 2009, après avoir suivi une formation spéciale sur la recherche de personnes disparues auprès du China Lake Mountain Rescue Group, il a eu l'occasion de s'entretenir avec les participants aux recherches initiales. Le 27 octobre 2009, Mahood a commencé sa propre enquête sur le terrain. Il s'est rendu à l'endroit où le minibus avait été retrouvé, a reconstitué les itinéraires potentiels de la famille et, après avoir analysé les cartes qui pouvaient être à la disposition d'Egbert, il a eu une révélation. Il a émis l'hypothèse que la famille, coincée dans Anvil Canyon et voyant sur la carte la limite de la base de China Lake, avait pu décider de s'y rendre à pied, espérant trouver des patrouilles militaires courantes dans les installations militaires européennes.
Le 11 novembre 2009, accompagné de son collègue Lee Walker, Mahood partit explorer le territoire au sud du lieu où le minibus avait été retrouvé, une direction qui n'avait pas été minutieusement vérifiée en 1996, lorsque Walker a signalé par radio qu'il avait trouvé une bouteille de vin, puis un quotidien allemand. Ils ont compris qu'ils étaient sur la bonne voie. Peu après, ils ont découvert des restes humains, parmi lesquels le portefeuille de Cornelia Mayer. Leur découverte, transmise aux autorités, a bouleversé tous ceux qui avaient participé aux recherches de 1996. Les restes ont été découverts à environ 9 km au sud du minibus, juste sur la route menant à la base de China Lake, comme l'avait prédit l'hypothèse de Mahood. Parmi les objets trouvés figuraient le passeport de Cornelia, sa carte bancaire, un agenda allemand contenant des notes sur leur voyage et une bouteille de vin identique à celle trouvée dans le minibus. L'analyse ADN a confirmé que les restes appartenaient à Egbert Rimkus et Cornelia Mayer. Le 6 décembre 2010, d'autres restes, vraisemblablement ceux d'un enfant, et une petite chaussure ont été découverts, mais en raison de leur état de décomposition avancé, l'identification par ADN s'est avérée impossible. Néanmoins, l'emplacement des découvertes et l'analyse des chaussures ne laissaient pratiquement aucun doute sur le fait qu'il s'agissait des restes de Georg et Max. Après 13 ans d'incertitude, l'affaire a été classée. L'hypothèse de Maouda, selon laquelle la famille aurait tenté de rejoindre une base militaire, a été retenue comme l'explication la plus probable. Leurs restes ont été rapatriés en Allemagne, où les familles ont enfin pu leur offrir des funérailles dignes. La tragédie de cette famille allemande dans la vallée de la mort a entraîné des changements importants dans la politique d'information du parc. Dans les années 2010, des avertissements plus stricts sur les dangers estivaux ont été mis en place et des documents multilingues, dont en allemand, ont été publiés à l'intention des touristes étrangers. Le parc a commencé à collaborer avec des sociétés de GPS afin de supprimer les chemins impraticables, tels que l'Anvil Canyon des systèmes de navigation. Cependant, la leçon la plus importante à tirer de cette histoire est la confirmation de la règle d'or de la survie dans le désert. Ne jamais quitter son véhicule. Si Egbert, Cornelia, Georg et Max étaient restés près de leur minibus en attendant les secours, malgré la chaleur et leurs réserves d'eau limitées, leur destin aurait pu être tout autre. Au lieu de cela, cédant à la panique et sous-estimant la rudesse du désert, ils ont fait un pas qui a transformé une situation potentiellement salvatrice en une tragédie définitive. L'histoire des Allemands dans la vallée de la mort, comme l'appellent souvent les rangers, est devenue un avertissement pour tous les futurs visiteurs de cet endroit rude mais magnifique. Elle nous rappelle que même dans le monde moderne, avec ses technologies et son confort, la nature reste une force supérieure qui exige respect, préparation et bon sens de la part de ceux qui décident de s'aventurer sur son territoire. Pour les touristes qui empruntent aujourd'hui la route principale de la vallée de la mort, des panneaux d'information avertissent en plusieurs langues « En cas de panne, restez près de votre véhicule » et « La chaleur tue ». Peut-être que ces simples avertissements, s'ils avaient été aussi nombreux en 1996, auraient suffi à faire changer d'avis Egbert Rimkus à ce moment critique sous le soleil brûlant d'Anvil Canyon. L'histoire de cette famille allemande dans la vallée de la mort n'est pas seulement une tragédie, mais aussi un rappel effrayant de la mince frontière qui sépare l'aventure du désastre. 4 personnes pleines d'espoir pour des vacances de rêve ont été confrontées à la force impitoyable d'une nature qui ne pardonne aucune erreur. Leur tentative désespérée d'atteindre les secours, malgré la chaleur et la déshydratation, suscite à la fois l'admiration et l'horreur. Mais des questions restent sans réponse. Pourquoi Egbert a-t-il décidé de quitter le minibus, enfreignant ainsi la règle d'or du désert? Était-ce la panique, un faux espoir d'atteindre une base militaire, ou autre chose? Auraient-ils pu survivre s'ils étaient restés près de la voiture, comme le conseillaient les Rangers? Et jusqu'où serait allée votre propre détermination dans une telle situation? Auriez-vous tout risqué ou attendu les secours malgré la chaleur infernale qui régnait autour de vous? Que dit cette histoire sur nous, en tant qu'êtres humains? Sommes-nous romantiques et prêts à ignorer les avertissements? Sommes-nous capables d'apprendre des erreurs des autres? Ou chacun doit-il suivre son propre chemin pour comprendre à quel point la vie est fragile? Les psychologues affirment que dans des conditions extrêmes, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui garde l'esprit clair. Auriez-vous pu garder votre sang-froid en voyant vos proches dépérir sous un soleil de plomb? Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo.
Votre soutien a une influence directe sur la fréquence et la qualité du contenu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochains épisodes. Dans le monde moderne, l'aiguille sur l'écran du GPS est devenue notre guide. On lui fait plus confiance qu'à notre intuition. Par une chaude journée, une femme se tenait à un croisement dans la vallée de la mort où elle devait choisir entre la voix de la raison et son assistant numérique. Sa décision va déclencher une série d'événements qui vont choquer toute l'Amérique et nous faire remettre en question notre confiance aveugle dans la technologie. La vallée de la mort ne tire pas son nom au hasard. Chaque année, cet endroit coûte la vie à des personnes qui ont sous-estimé sa nature perfide. Derrière les belles photos des brochures touristiques se cache un désert impitoyable, où la température est torride et où la déshydratation tue plus vite que la faim. Alicia Sanchez ne se doutait pas que le matin du 1er août 2009 serait le début d'un cauchemar. À 42 ans, cette infirmière était habituée aux longs trajets, mais le voyage d'aujourd'hui, de Las Vegas à la vallée de la mort, était prévu pour être spécial. Carlos, son fils de 11 ans, allait voir le vrai désert pour la première fois. Le petit Tekel somnolait sur le siège avant tandis que la Jeep emmenait la famille loin des derniers signes de civilisation vers l'un des endroits les plus dangereux de la planète. « Maman, il fait vraiment assez chaud là-bas pour faire cuire des œufs sur une pierre ?» demanda-t-il en regardant les photos dans le guide touristique. Alicia sourit en regardant son fils dans le rétroviseur. C'était sa première rencontre avec le vrai désert, et sa curiosité lui rappelait pourquoi elle avait décidé de faire ce voyage. Alicia savait qu'il fallait être prudent. Ses années d'expérience en tant qu'infirmière lui avaient appris à agir rapidement dans les situations critiques, mais toujours en évaluant les risques. Ses fréquents déménagements à travers le pays l'avaient rendue indépendante. Mais ces mêmes déménagements avaient renforcé son lien avec Carlos. Son récent déménagement à Las Vegas lui avait ouvert de nouvelles perspectives. À seulement 2 heures de route se trouvaient les merveilles de la nature dont elle avait entendu parler à l'école d'infirmière dans l'Ohio. Cet été, elle voulait montrer à son fils le château de Scotty et l'impressionnant cratère volcanique du B&B. Le GPS indiquait l'itinéraire et Alicia a chargé dans la voiture 24 bouteilles d'eau, des sandwichs et tout le nécessaire pour une excursion d'une journée. Lorsque le GPS lui a indiqué de tourner sur Owl Hole Spring Road, Alicia a suivi les instructions, sans se douter de rien. Mais après quelques kilomètres, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un itinéraire touristique. La route de gravier serpentait à travers un terrain accidenté, jonché de pierres pointues de la taille d'un poing. Carlos sentit la voiture rebondir sur un nid de poules particulièrement profond et s'inquiéta de l'itinéraire. Même le chien gémissait nerveusement à chaque secousse. Alicia a assuré à son fils que le GPS savait mieux qu'eux, même si elle commençait à douter. La route semblait abandonnée et ne menait pas à des sites touristiques populaires. Quelques kilomètres plus loin, leurs craintes se confirmèrent par une explosion sourde. Alicia s'arrêta et sortit pour inspecter les dégâts. Ce qu'elle vit la fit vraiment s'inquiéter. La roue avant droite n'était pas simplement crevée, elle était déchiquetée en deux par une pierre acérée. Elle a rassuré Carlos en lui expliquant qu'ils allaient changer la roue, mais elle était de plus en plus inquiète. De tels dégâts ne se produisaient que sur des chemins très accidentés. En inspectant les autres pneus, elle a remarqué de nombreuses coupures causées par des pierres. Il n'avait qu'une seule roue de secours. Carlos est sorti de la voiture pour aider sa mère. Alicia lui a demandé de lui passer une clé à molette et son fils a fouillé avec application dans la boîte à outils, fier de pouvoir se rendre utile. Ces moments où ils travaillaient en équipe lui rappelaient toujours pourquoi elle tenait tant à leur relation. Après avoir remplacé la roue, Alicia a laissé le pneu crevé sur le bord de la route avec la bouteille vide, expliquant à son fils que cela pourrait servir à quelqu'un. Elle a sorti son téléphone et a envoyé un message rapide à ses proches dans l'Ohio pour leur dire qu'elle avait crevé. Elle ne se doutait pas que ce message serait le dernier. En reprenant la route, ils remarquèrent avec inquiétude que le réseau mobile avait disparu. Alicia vérifia plusieurs fois son téléphone, mais l'écran affichait toujours « pas de réseau ». Carlos essaya d'allumer la radio, mais ne capta que des parasites. Le garçon a demandé ce qu'ils feraient s'ils avaient besoin d'aide, et pour la première fois, sa voix trahissait une réelle inquiétude. Alicia l'a rassuré en lui disant qu'ils avaient beaucoup d'eau et de nourriture, et que le GPS les mènerait vers des gens. Mais même en prononçant ces mots, elle sentait l'incertitude lui serrer la gorge. Le paysage devenait de plus en plus sauvage. Les collines rocheuses laissaient place à des étendues sablonneuses où leur jeep avait du mal à adhérer à la route. Ils n'avaient vu personne, ni aucune voiture depuis plus d'1 heure. Même le Tekel, d'habitude calme en voiture, trépignait nerveusement.
Alicia commença à comprendre que le GPS les avait conduits dans un endroit où les touristes ne vont pas. Mais l'appareil continuait à indiquer l'itinéraire avec assurance et faire demi-tour sur cette route accidentée sans roue de secours semblait encore plus risqué. Une bifurcation apparut comme une dernière chance de corriger leur erreur. Entre les rochers et le sable, la route se divisait en deux. À droite, un chemin plus large et battu menait clairement à un bâtiment. À gauche, on distinguait à peine une double voie qui ressemblait davantage à des traces de voitures passées depuis longtemps. Alicia arrêta la voiture et examina les options. Son intuition lui disait de tourner à droite. La route de droite semblait plus sûre, plus logique. Peut-être menait-elle à la tour de communication que l'on pouvait apercevoir au loin. Mais l'écran du GPS indiquait sans hésitation une flèche bleue vers la gauche. L'appareil sur lequel elle s'était fiée pendant tout le trajet promettait le chemin le plus court vers leur destination. La technologie moderne pouvait-elle vraiment se tromper à ce point ? Carlos remarqua son hésitation et lui demanda pourquoi il s'était arrêté. Alicia expliqua qu'elle choisissait la route à prendre. Dans sa tête, son instinct et sa confiance dans la technologie se livraient une bataille. Elle travaillait dans un hôpital où les ordinateurs sauvaient des vies tous les jours. Le GPS lui semblait être un assistant tout aussi fiable. Alicia ne savait pas qu'en 2009, les systèmes de navigation utilisaient souvent des données cartographiques obsolètes. Des chemins miniers abandonnés et d'anciennes routes militaires étaient encore indiqués comme des itinéraires praticables. Les fabricants n'avaient pas le temps de mettre à jour les informations sur l'état réel des chemins isolés. Après un long moment d'hésitation, Alicia a pris une décision qui allait changer deux vies à jamais. Faisant confiance à la flèche bleue sur l'écran, elle a tourné le volant vers la gauche. La voiture s'engagea lentement sur le chemin étroit menant aux montagnes d'Oulchad. À chaque kilomètre, la route devenait plus dangereuse, serpentant entre des rochers acérés et des zones de sable meuble. Il s'éloignait de toute possibilité de rencontrer des gens pénétrant dans les régions les plus reculées de la vallée de la mort. Au bout d'environ 5 km, la Jeep s'inclina brusquement et s'enfonça dans un trou profond caché sous une couche de sable avec un bruit sourd. Carlos s'inquiéta et demanda ce qui s'était passé. Alicia lui assura qu'ils allaient s'en sortir, mais plusieurs tentatives pour sortir ne firent qu'empirer la situation. Leur Jeep était enlisé jusqu'aux essieux et sans 4 roues motrices, il était impossible de se dégager. Alicia et Carlos se retrouvèrent piégés à 47 km de la route la plus proche, dans l'un des endroits les plus meurtriers de la planète. Ce qui avait commencé comme un simple voyage en famille s'était transformé en une terrible lutte pour la survie. Pendant les premières heures, Alicia est restée calme. Ils avaient assez d'eau pour plusieurs jours, de la nourriture et un abri sous la forme de leur voiture. La climatisation fonctionnait encore grâce au carburant du réservoir. Quelqu'un allait forcément remarquer leur absence et se lancer à leur recherche. Mais la vallée de la mort ne pardonne pas l'optimisme. La température a atteint 47 degrés, transformant le métal de la voiture en un four brûlant. Même avec la climatisation en marche, il était difficile de respirer dans l'habitacle. Alicia a commencé à rationner strictement l'eau. Les 24 bouteilles semblaient constituer une réserve impressionnante, mais dans ces conditions, elles pouvaient être épuisées très rapidement. À la fin de la première journée, il était clair qu'il n'y aurait pas de secours rapide. Alicia a essayé de capter un signal de téléphone portable en grimpant sur la colline la plus proche, mais les montagnes étaient une zone morte pour toute communication. Autour d'elle s'étendèrent des rochers et du sable à perte de vue, sans aucun signe de présence humaine. Même les cris étaient absorbés par le vide. La nuit apporta un soulagement temporaire de la chaleur, mais pas de l'angoisse. Carlos tenait bon, mais elle voyait l'inquiétude grandir dans ses yeux. Le chien respirait difficilement, même dans la fraîcheur, comme s'il sentait que le pire était encore à venir. Le deuxième jour commença par des tentatives désespérées pour remédier à la situation. Alicia déblayait le sable autour des roues, plaçait des pierres pour améliorer l'adhérence, tandis que Carlos l'aidait en transportant de petits cailloux. Mais le CAC-4 s'enfonçait de plus en plus dans le sable. Après 2 heures d'efforts inutiles, Alicia comprit qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans aide, et partit à la recherche d'un réseau mobile. Quand elle revint les mains vides, après 6 heures d'attente angoissante, Carlos avait toujours l'espoir dans les yeux. « Alors, maman, tu as trouvé quelqu'un ?» Alicia serra son fils dans ses bras. « Je cherche encore. » Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, que des dizaines de kilomètres de désert s'étendaient à perte de vue. Le soir venu, ce qu'elle redoutait le plus arriva. Le moteur s'éteignit avec les dernières gouttes d'essence, et avec lui, la climatisation. Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que la respiration haletante du chien.
Les jours suivants se fondirent en une épreuve atroce. Les réserves d'eau fondaient à vue d'œil. Même en rationnant strictement, les 24 bouteilles ne pouvaient pas suffire longtemps pour 2 personnes et un chien dans des conditions de chaleur extrêmes. Carlos commença à changer. Le garçon actif devint apathique. Sa peau rougit au soleil. Alicia reconnut les symptômes de déshydratation qu'elle avait déjà observés chez ses patients, mais cette fois, il touchait de son propre fils. Le 5 août a été un jour décisif. L'état de Carlos s'est brusquement détérioré. Il a commencé à vomir, ce qui était particulièrement dangereux dans un état de déshydratation. Alicia savait que le corps d'un enfant supporte moins bien la chaleur que celui d'un adulte. En milieu de journée, le garçon avait presque cessé de transpirer, un signe inquiétant. Son organisme passait en mode d'économie d'eau critique. Alicia a tenté de rafraîchir son fils par tous les moyens à sa disposition. Elle a humidifié ses vêtements avec les dernières gouttes d'eau et l'a transporté à l'ombre sous la voiture. Mais dans les conditions extrêmes de la vallée de la mort, ces mesures n'ont pu que retarder l'inévitable. Dans l'après-midi, Carlos a perdu connaissance et sa respiration est devenue à peine perceptible. Carlos est mort dans les bras de sa mère dans l'après-midi du 5 août 2009. Alicia ne l'a pas lâché pendant plusieurs heures, serrant son corps froid contre elle, murmurant son nom, priant pour l'impossible. Lorsque la réalité a finalement brisé le mur du déni, un cri s'est échappé de sa poitrine, faisant même sursauter le chien. La culpabilité la rongeait plus que la soif. Toutes les décisions se bousculaient dans sa tête. Tourner à gauche, à la bifurcation, faire confiance au GPS, ne pas emporter assez d'eau. Au 6e jour sans eau, le corps d'Alicia a commencé à lâcher. L'amour maternel l'emporta sur son instinct de survie. Elle allait se battre non pas pour sa vie, mais pour que le corps de son fils ne reste pas à jamais dans ce maudit désert. Pendant qu'Alicia luttait pour sa vie dans les montagnes Dulce Head, l'alerte était donnée à Las Vegas. Le 5 août, elle ne s'était pas présentée à son travail à l'hôpital, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Ses collègues ont essayé de la joindre, mais son téléphone restait éteint. Le soir venu, leur inquiétude s'est transformée en panique. L'administration de l'hôpital a contacté les personnes indiquées dans le dossier personnel d'Alicia. Vers 17h, ses proches dans l'Ohio ont reçu un appel leur demandant où elle se trouvait. La dernière chose qu'ils savaient des projets d'Alicia était son voyage dans la vallée de la mort, et un SMS signalant un pneu crevé le 1er août. Après cela, toute communication avait été coupée. Les proches ont immédiatement contacté la police de Las Vegas. Les agents ont vérifié l'appartement d'Alicia et ont confirmé qu'elle était bien absente depuis plusieurs jours. Étant donné que le dernier contact provenait de Death Valley, l'affaire a été transmise au shérif du comté de San Bernardino, dont dépendait le parc national. Dans la soirée du 5 août, les opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées. Le matin du 6 août, les rangers du parc national se sont joints aux recherches. L'opération était dirigée par Amber Nattrass, une ranger expérimentée qui connaissait la vallée de la mort mieux que quiconque. Elle savait que dans la chaleur du mois d'août, chaque heure comptait. Au départ, les recherches se sont concentrées dans la partie nord du parc, où se trouvaient les sites touristiques mentionnés par Alicia à ses proches, le château de Scotty et le cratère Ubehebe. Il s'agissait de lieux touristiques populaires, bien desservis par les routes, où une voiture en panne aurait été rapidement repérée. Mais l'exploration des zones nord n'a donné aucun résultat. Ni la voiture, ni aucune trace du passage de la famille n'ont été retrouvées. Cela signifiait qu'il fallait chercher ailleurs, alors que le parc s'étendait sur plus de 13 000 km² de désert impitoyable. Le message texte d'Alicia signalant une crevaison sur Owl Hole Spring Road a été un indice crucial. Nattrass connaissait cette route. Une piste de gravier de 47 km nécessitant 4 roues motrices qui induisait souvent en erreur les GPS. De nombreux touristes s'y rendaient par erreur, ne comprenant pas la difficulté du trajet. Tôt le matin du 6 août, Nattrass a commencé à patrouiller Owl Hole Spring Road. Elle a inspecté attentivement les accotements, à la recherche du moindre signe de présence humaine. La route serpentait à travers un terrain accidenté, où chaque virage pouvait cacher une tragédie. Vers 10h, Nattrass a repéré ce qu'elle cherchait. Près de la route gisait un pneu crevé et une bouteille d'eau vide. Ces détails correspondaient exactement à ceux mentionnés dans le message d'Alicia. C'étaient les premières traces matérielles de la famille disparue. La rangée inspecta attentivement les environs. Des traces de pneus étaient visibles sur le sol meuble, menant plus loin sur la route. La voiture avait continué sa route après avoir changé de roue, ce qui signifiait qu'il fallait élargir les recherches. En suivant les traces de pneus à peine visibles, Nattrass s'enfonça de plus en plus profondément dans les montagnes d'Ulshad. Le terrain devenait de plus en plus accidenté et dangereux.
Même avec un véhicule tout-terrain, il n'était pas facile de rouler ici. Après quelques kilomètres, les traces menèrent à une bifurcation où le chemin officiel tournait à droite vers une tour de communication. Mais les traces de pneus indiquaient clairement un virage à gauche, sur un chemin à 2 voies non cartographié. Natras comprit ce qui s'était passé. Le GPS avait dirigé la famille vers un itinéraire qui n'était pas censé exister. En avançant sur le sentier dangereux, Natras est arrivé à un endroit où les traces de pneus s'arrêtèrent brusquement. Devant elle, partiellement cachée par des rochers, se trouvait un Jeep Cherokee blanc. La voiture ressemblait à un animal blessé. Les roues avant étaient enfoncées dans un profond nid de poule. L'arrière était relevé, donnant l'impression effrayante que le désert était en train d'engloutir lentement le véhicule. Vers 11 heures du matin, le 6 août, le silence des montagnes fut rompu par un cri humain. La femme près de la voiture entendit le bruit d'un moteur qui approchait et se mit à agiter désespérément les bras. Sa voix était si douloureuse que Natras comprit immédiatement qu'elle était en retard. Alicia Sanchez ne ressemblait plus à l'infirmière en bonne santé qui avait quitté Las Vegas une semaine auparavant. 6 jours dans l'enfer de la vallée de la mort l'avaient transformée en squelette vivant. Ses lèvres étaient gercées, sa peau brûlée par le soleil, ses yeux enfoncés dans leurs orbites étaient hantés par les ombres de la mort. Chaque pas lui coûtait un effort incroyable, mais elle restait debout et parlait, informant le ranger que son enfant était mort. Natras agit rapidement mais avec prudence. Elle donna de l'eau à Alicia par petites gorgées, sachant qu'un organisme déshydraté ne pouvait pas supporter une grande quantité de liquide à la fois. Chaque gorgée devait être contrôlée, même si la femme était prête à boire toute la bouteille d'un trait. En jetant un coup d'œil à l'intérieur de la voiture, la rangée vit ce qu'elle s'attendait à voir, mais n'était pas prête à accepter. Sous la couverture gisait le petit corps d'un garçon de 11 ans. À côté, un teckel respirait à peine. Le chien était tellement épuisé qu'il ne pouvait pas lever la tête, mais ses yeux suivaient toujours les mouvements des gens, s'accrochant à la vie avec la même ténacité que sa maîtresse. Natras a immédiatement appelé un hélicoptère médicalisé par radio. Compte tenu du relief accidenté et de l'absence de voie d'accès, l'évacuation aérienne était le seul moyen de transporter rapidement Alicia à l'hôpital. L'hélicoptère de la base aérienne militaire de China Lake arriva en moins d'1 heure. Les pilotes prirent des risques en atterrissant dans cette région montagneuse difficile, mais ils comprenaient la gravité de la situation. Chaque minute de retard pouvait coûter la vie à Alicia. L'équipe médicale a jugé l'état de la victime extrêmement grave. Elle souffrait d'une déshydratation sévère, d'un épuisement thermique et de multiples brûlures solaires. Mais surtout, elle était en vie et réagissait au traitement. Alicia a été placée sur une civière et transportée par hélicoptère. Le corps de Carlos a également été évacué pour être autopsié. La chienne a été confiée aux soins des shérifs du comté de San Bernardino qui ont promis de s'occuper de l'animal jusqu'au rétablissement d'Alicia. Le vol jusqu'à l'hôpital Sunrise de Las Vegas a duré environ 2 heures. L'hélicoptère a survolé 210 km de désert, démontrant l'étendue du territoire dans lequel une famille pouvait se perdre. Les médecins ont maintenu les fonctions vitales d'Alicia pendant le vol, la préparant à une thérapie intensive. À l'hôpital, Alicia a été immédiatement admise en soins intensifs. Son état a été jugé critique, mais stable. L'objectif principal était de rétablir l'équilibre hydrique et électrolytique sans mettre en danger son cœur et ses reins. Les médecins lui ont administré des solutions physiologiques par voie intraveineuse en surveillant attentivement le processus. Une réhydratation trop rapide aurait pu provoquer un œdème cérébral ou une insuffisance cardiaque. Le processus exigeait une surveillance constante et une précision chirurgicale. Alicia a passé 3 jours sous surveillance médicale. Sa convalescence physique s'est bien déroulée. Le corps de cette jeune femme en bonne santé a réussi à surmonter les conséquences d'une déshydratation extrême. Mais le traumatisme psychologique causé par la perte de son fils unique nécessitait un traitement tout à fait différent. Le 9 août, les médecins ont autorisé Alicia à quitter l'hôpital dans un état satisfaisant. Physiquement, elle s'était rétablie, mais ses blessures émotionnelles commençaient seulement à cicatriser. Le même jour, elle a retrouvé son chien, que les shérifs avaient soigné. Ils l'avaient nourri, lavé et examiné chez le vétérinaire. La tragédie de la vallée de la mort a été largement relayée par les médias locaux. Des publications populaires ont rendu compte en détail de cette affaire, qui a clairement démontré les dangers d'une confiance aveugle dans les technologies GPS. Le coroner du comté de San Bernardino a officiellement établi la cause du décès de Carlos. Déshydratation combinée à un coup de chaleur. Aucun signe de violence ou autre cause de décès n'a été trouvé. Sa mort a été classée comme un accident tragique.
Alicia est retournée dans son appartement de Las Vegas, mais la ville qui devait devenir son nouveau foyer ne lui rappelait plus que sa perte. Les sources restent muettes sur son sort, mais le traumatisme psychologique causé par cette expérience a sans aucun doute changé toute sa vie. Le petit Tekel est devenu le seul souvenir vivant de ce voyage. Sa survie dans des conditions qui se sont avérées mortelles pour un enfant a souligné le caractère cruel du hasard de cette tragédie. Dans les reportages des médias, le chien est devenu un symbole d'espoir au milieu du chagrin général. L'histoire d'Alicia et Carlos a marqué un tournant pour la vallée de la mort. La mort d'un garçon de 11 ans à cause d'une erreur de GPS a bouleversé la direction du parc national et la contrainte à revoir ses mesures de sécurité pour les touristes. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle pour une famille est devenu un problème national. Dans quelle mesure peut-on faire confiance à la technologie dans la nature sauvage ? L'affaire a eu un large écho dans les médias comme exemple frappant de mort due au GPS, un terme qui a commencé à apparaître dans les titres des journaux à travers tout le pays. Les reportages ne se contentaient pas de relater la tragédie, ils posèrent des questions dérangeantes aux fabricants d'équipements de navigation et à l'administration des parcs. L'histoire des Sanchez a été le catalyseur de changements systémiques visant à empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Les technologies modernes, censées rendre les voyages plus sûrs, ont montré leur côté sombre entre les mains de personnes inexpérimentées qui ont fait davantage confiance à un assistant électronique qu'à leur propre instinct. L'histoire de la famille Sanchez nous oblige à revoir notre attitude envers les technologies auxquelles nous confions nos vies. À quel moment la commodité se transforme-t-elle en une dépendance dangereuse ? Qu'auriez-vous choisi à ce carrefour fatidique ? Le plus tragique dans cette histoire n'est pas la mort de Carlos, mais le fait qu'elle aurait pu être évitée. Une seule bonne décision, un seul moment de méfiance envers la technologie, et le garçon pourrait aujourd'hui raconter à ses amis son aventure dans le désert. Dites-nous dans les commentaires si vous utilisez un GPS dans votre vie quotidienne. Avez-vous déjà vécu des moments où la technologie vous a laissé tomber à un moment critique ? Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Et n'oubliez pas que parfois, le chemin le plus court sur la carte est celui qui mène nulle part. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochains épisodes.